Bien, dans cette nouvelle séquence, on va revenir sur la méthode de Pythagore, mais au lieu d'utiliser du mysticisme, c'est-à-dire se baser sur un chiffre 10 en fait, et se limiter donc à juste quelques intervalles, qui sont l'octave, la quinte, la quarte et le ton, on va voir qu'on peut développer ce qu'on appelle une série harmonique. Donc là, on va faire en fait de la physique, c'est la physique des cordes vibrantes. Donc l'idée, elle est simple, c'est que maintenant, on va regarder comment une corde vibre quand on la pince à différents endroits. Donc comme on l'a dit, pour générer la relation d'octave, il faut pincer au milieu. Et si on fait un éclairage stroboscopique, voilà ce qu'on verrait. C'est-à-dire que la corde, en fait, vibre complètement en une longueur d'onde, se retrouve dans l'octave. Alors que si on fait vibrer la fondamentale, la corde toute seule, sans la pincer, on a une demi-longueur d'onde. Puisqu'on a juste la partie supérieure ou la partie inférieure, il manque le complémentaire qu'on va trouver en pinçant la moitié. Voilà, alors tout ça, ça peut être décrit par des équations mathématiques. C'est ce qu'on appelle l'équation d'onde. Donc pour ceux qui comprennent les mathématiques, vous avez l'équation qui vous montre comment varie l'amplitude de vibration ici de la corde en fonction donc de la longueur x et avec ce qu'on appelle le module, un coefficient mécanique de vibration, la température évidemment, et la variation dans le temps, la vitesse de propagation du son, et vous avez à ce moment-là, la solution, ce sont des sinusoïdes de cette équation. C'est ce qu'on a vu dans la première vidéo, où on a fait la référence entre la fréquence et la note. Vous aviez vu des sinusoïdes, elles sortent de la résolution de cette équation mathématique. Alors, que faisait Pythagore? Pythagore, il avait pincé à un demi, il a pincé à un tiers, il a pincé à un quart. Et puis il a dit, maintenant ça va, je m'arrête, parce qu'il y a 10, la tétrakis, j'ai pas besoin d'aller plus loin. Ce que font les physiciens, évidemment, c'est qu'ils ne s'arrêtent pas à un quart, on pince à un cinquième, un sixième, un septième, et puis un huitième, un neuvième, on peut pincer. Et on voit que plus on pince, plus il y a d'harmonique, c'est-à-dire plus il y a de maximum et de minimum qui arrivent que la corde se met à vibrer, ce qu'on appelle sur plusieurs modes. Alors, on va les représenter sur ce qu'on appelle une gamme. Donc là, je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que ça, vous trouvez ça par ailleurs, ou peut-être qu'on fera un tutoriel sur les gammes, sur la notation musicale. Là, on va juste se référer aux deux clés qui sont couramment utilisées, la clé de Fa qui permet de coder les notes graves et la clé de Sol qui permet de coder les notes aiguës. Donc voilà ce que ça donne pour la série harmonique. Ici, vous avez un entier qui varie de 1 à 20. Et on va simplement pincer la corde, ne pas la pincer à la moitié, au tiers, au quart, au cinquième, au sixième, au septième, au huitième, au neuvième, au dixième. Alors évidemment, quand vous devez pincer au vingtième sur une corde, vous ne pouvez pas le faire physiquement. Mais comme on a les mathématiques, puisque maintenant on fait de la science, c'est très facile de calculer les rapports harmoniques qui correspondent. Et vous avez ici donc la correspondance de ces notes, d'abord avec la notation anglo-saxonne. Alors je rappelle que chez les anglo-saxons, on démarre à La. La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. La, c'est A. Si, c'est B, et ainsi de suite. Donc on a de A, B, C, D, E, F, G. C'est la notation anglo-saxonne. Et on rajoute un numéro d'octave pour dire où on est. Alors on est parti par exemple d'une corde de Do. Quand elle vibre à plein, elle génère la note C2, Do2. Et puis, on la pince à la moitié, on obtient l'octave, comme on l'a vu, c'est-à-dire on obtient de nouveau la note Do, mais une octave plus haute, elle est un peu plus aiguë. Ensuite, je la pince au tiers, ça c'est ce qu'on a vu avec Pythagore, ça génère la quinte de Do qui est Sol, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, c'est la quinte. Et puis, la quinte, là c'est maintenant la nouvelle harmonique, la quatrième harmonique, on régénère un Do. Pourquoi? Parce que, si vous regardez, la quatrième harmonique, c'est une puissance de l'octave, en fait. Do au carré, ça fait 4. Donc c'est toujours un Do. Parce qu'on a simplement un Do qui est encore plus aigu, qu'on note C4 par rapport à C3. Il est 2 fois plus que C3 et il est 4 fois plus que C2. Après, ce qui est nouveau dans cette approche, c'est que quand on pince à un cinquième, on génère maintenant une note qui est Mi. Do, Ré, Mi, c'est la tierce majeure, mais ce n'est pas la tierce pythagoricienne, c'est la tierce harmonique. C'est-à-dire qu'elle sonne en fait beaucoup plus juste que la tierce pythagoricienne qui, lorsqu'on l'écoute, elle est un peu dissonante. Là, on a une parfaite consonance et on voit que ce Mi correspond à la cinquième harmonique. Après, on trouve de nouveau un Sol. Pourquoi? Bien parce que le Sol, c'est 3. C'est la troisième harmonique.
mais que l'octave de cette troisième harmonique me donne 3 fois 2, 6. Donc j'ai passé de G3 à G4. Et puis, la septième harmonique définit ce qu'on appelle le si bémol. Mais ce n'est pas là non plus le si bémol pythagoricien, c'est un si bémol diminué d'une certaine quantité et qui est intermédiaire, comme toujours, entre le si et le do. Donc c'est ce qu'on appelle le si bémol juste, qui se note donc B avec un bémol dans la notation anglo-saxonne. Et on voit que ça définit ce qu'on appelle la septième, l'intervalle de septième, c'est-à-dire entre do et si bémol, vous avez un intervalle de septième mineur. Quand j'arrive à la huitième harmonique, je suis avec 2 puissance 8, enfin 2 au cube, c'est donc forcément un do, puisque c'est une puissance de 2. La neuvième harmonique va me définir le ré juste. Donc c'est comme ça que les musiciens, quand ils vous parlent de neuvième, c'est en fait, si vous enlevez un octave, c'est la seconde qui est la note ré. La dixième harmonique ne donne pas une note nouvelle parce qu'on sait que le mi est la cinquième harmonique et que 10 c'est 2 fois 5. Donc ça c'est tout simplement une octave du mi. La onzième harmonique va définir le fa dièse, qui là encore n'est pas le fa dièse pythagoricien, mais le fa dièse harmonique, qui est légèrement plus bas que le fa dièse pythagoricien. 12, c'est 4 fois 3, donc c'est une puissance de 3, donc c'est un sol forcément. 13, c'est une nouvelle harmonique qu'on n'a pas encore, c'est ce qu'on appelle le la bémol, mais lui, il est augmenté par rapport au la bémol pythagoricien. 14, c'est 7 fois 2, donc c'est du si bémol. 15, ça c'est une nouvelle note qui n'était pas, qu'on n'avait pas encore obtenue ici, donc qui correspond à la 15e harmonique. Et puis 16, c'est de nouveau une puissance de 2, donc c'est une harmonique de do. Après, la 17e harmonique va générer le do dièse, qu'on appelle la seconde mineure. Et puis 18, c'est un ré, forcément, puisque 9 fois 2, 18. On va aussi générer le ré dièse comme étant la 19e harmonique, donc, qui correspond à une tierce mineure. Et la 20e harmonique, on va s'arrêter là, parce qu'on pourrait continuer, hein, c'est pas la question, mais bon, on a généré quand même suffisamment de notes. On en a généré 12, ce qui nous suffit pour se référer à ce que faisait Pythagore. Donc 20, c'est 10 fois 2, ou c'est 5 fois 4, donc c'est de nouveau un mi. Voilà, donc vous voyez comment on peut aussi générer des notes, non pas avec des rapports de quinte, comme faisait Pythagore, mais de façon mathématique, rigoureuse, en prenant des harmoniques, ce qu'on appelle, et à ce moment-là, on obtient une nouvelle gamme. On a vu que les dièses et les bémols, ils étaient soit augmentés, soit diminués, donc on va les supprimer pour ne retenir que les notes naturelles, 7 notes, puisqu'on sait qu'il est habituel en Europe de découper la gamme en 7 notes. Je vous expliquerai dans une vidéo pourquoi 7, pourquoi 12. Là, pour le moment, on fait de l'introduction. Donc, on va retenir toutes les notes naturelles qu'on a générées ici, dans cette série harmonique. Donc, on a généré le do, le ré, le mi, le fa, le sol, le la, le si, puis l'octave. Donc, on voit que la fondamentale est en do. On retrouve le ré à 9 huitièmes. Bon, c'est le même que le ré pythagoricien. Par contre, le mi, lui, est à 5 quarts. C'est pas le mi pythagoricien. Le fa et le sol sont pythagoriciens, 4 tiers et 3 demi. Le la n'est pas pythagoricien, il est à 5 tiers. Et le si non plus n'est pas pythagoricien, il est à 15 huitièmes. Voilà, et quand on reporte ça sur les intervalles, donc l'intervalle entre la, si, do, ré, mi, fa, sol, la, on voit que c'est quand même plus compliqué que Pythagore. Parce que on a maintenant, avec Pythagore, on n'avait que 2 types d'intervalles, qui étaient les apotomes et les limas. Là, maintenant, on a 9 huitièmes, 16 quinzièmes, 10 neuvièmes, on a 3 intervalles différents. Donc ça, c'est un petit peu problématique. C'est le problème de cette gamme juste, intonation juste. Elle est mathématiquement plus satisfaisante que la gamme de Pythagore, mais par contre, elle génère plus d'intervalles. C'est-à-dire, c'est moins commode. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas l'utiliser, en fait, en musique. Les gens n'utiliseront jamais cette gamme, parce que c'est très compliqué. On peut l'utiliser si on est sur un instrument. Parce que, bon, les notes sont des rapports naturels, il n'y a aucun problème. Mais dès que vous essayez de faire jouer 2 instruments en même temps, vous allez avoir un problème, parce qu'il faut que l'autre instrument
génère des intervalles qui soient compatibles avec le premier instrument. Alors, si ce n'est pas le cas, ce qu'il faut faire, c'est transposer. C'est-à-dire qu'il faut écrire une nouvelle partition pour que l'autre puisse jouer en accord avec le premier. Et ça devient très vite. Alors, à 2 instruments, on peut encore le faire, ou 2 voix, hein, mais dès qu'on veut faire un orchestre à 10 instruments, c'est un cauchemar. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas. Et cette gamme est très bien, mais on ne peut pas l'utiliser, en fait. Il va falloir la modifier. Et il va y avoir à peu près 3 siècles où on va essayer de conserver Pythagore en le modifiant pour accepter Zarlino, puisque c'est Zarlino qui a mis au point cette gamme, tout en désaccordant légèrement pour arriver à avoir une musique qui peut se jouer avec plein d'instruments sans avoir à chaque fois à écrire la partition. Alors, l'autre particularité de cette gamme dite harmonique, c'est qu'elle fait apparaître donc la tierce comme étant le rapport 5 quarts. Alors 4 n'est pas surprenant, c'est une puissance de 2, mais par contre ce qui est nouveau c'est 5. Ça s'appelle la 5e harmonique, et ce rapport 5, il est en relation avec ce qu'on appelle le pentagone étoilé. Et ça c'est intéressant parce que Pythagore en fait s'était limité à 4 éléments. Et quand on a fait les vidéos sur les modes chinois, indiens, on a vu qu'il y avait 5 éléments, et que quand on passait chez les Grecs, ils en gardaient 4, et le 5e, l'éther, il était mis en cachet, on ne le savait pas. Et donc c'est ce que faisait Pythagore, hein. Il avait caché le 5e élément, il ne voulait pas en parler. Là, évidemment, nous, on le remet en évidence avec la physique, parce que la 5e harmonique, elle existe, et cette 5e harmonique, donc, elle correspond au chiffre 5, et lorsqu'on regarde ce chiffre 5, c'est-à-dire qu'on remet en fait notre 5e élément au centre du jeu, d'où l'intérêt de faire la série harmonique, c'est qu'on s'autorise le chiffre 5, la tierce, et au Moyen-Âge, c'était un sacrilège hein, d'aller mettre des tierces dans la musique, parce que on avait remarqué que tant qu'on mettait des quartes, des quintes, des octaves, ça donnait ce qu'on appelait le plein chant, c'est-à-dire cette musique religieuse qui vous fait rentrer en connexion avec la divinité. Tous les chants grégoriens, c'est très beau, hein, ça. Vous avez un sentiment d'élévation. Dès qu'on mettait des tierces, les gens commençaient à se tortiller sur leur chaise. Quand vous avez des tierces, vous avez envie de danser, vous avez envie de bouger. La tierce était perçue comme quelque chose de très terrestre et donc était bannie du répertoire musical religieux parce que les gens, au lieu d'écouter sagement sur leur chaise, ils se mettaient à bouger des pieds dès qu'on met des tierces. Alors, ce qui est amusant, c'est que Zarlino, c'est la Renaissance. Hein, c'est la Renaissance, c'est aussi là où on va découvrir le nombre d'or. Et il se trouve que le nombre d'or est caché dans l'étoile à 5 branches. C'est la figure, on vous l'explique ici. On le retrouve aussi dans l'icosaèdre, qui est une figure platonicienne. On peut construire donc ça, ces pentagones étoilés ou ces pentagones réguliers. Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que quand on fait des rapports géométriques, on trouve un nombre très particulier qui est 1 plus racine de 5 sur 2. On le retrouve, vous voyez, partout dans cette figure. C'est des rapports, en fait. C'est ce qu'on appelle le rapport doré, la section dorée ou le nombre d'or. C'est un nombre qui est très intéressant parce qu'il est très facile à élever au carré. Quand vous l'élevez au carré, vous prenez en fait le même nombre et vous rajoutez 1. Et donc, c'est un nombre qui vaut à peu près un 618, ce qui fait que si je veux calculer un 618 au carré, je ne vais pas me casser la tête. Ça fait 2 618. Ça va très vite. Si je veux faire l'inverse, si je veux faire 1 sur 1 618, c'est très simple aussi, ça fait 0 618. C'est-à-dire que la partie décimale se conserve toujours. Exactement. Et ça a été le nombre associé à la vie. Pourquoi? Parce que quand vous dites j'élève au carré, c'est 2 êtres qui se rencontrent, qui font un nouvel être, ce qu'on appelle un enfant, mais cet enfant est le même que les parents, plus 1. C'est-à-dire il est différent par le corps physique, mais il est quand même, il garde les gènes de ses parents. Et donc le nombre d'or est effectivement le nombre associé à la vie. Donc ça a été toute la Renaissance à fantasmer sur ce nombre d'or, Léonard de Vinci, l'homme de Vitruve, la spirale dorée qu'on retrouve dans par exemple ce qu'on appelle le nautile, hein, les ammonites. On retrouve le symbole du yin et du yang. Hein. Si vous voulez tracer un yin-yang, vous faites un tracé, vous tracez un cercle, puis un premier demi-cercle vers le haut, un deuxième demi-cercle vers le bas, et vous avez la figure caractéristique du Tao, qui est un moyen de coder aussi le nombre d'or, autre que le pentagone étoilé qu'on utilise en Europe ou en Inde. Voilà, et puis bon, ça c'est toute la fantasmagorie
biologique, c'est-à-dire que si vous prenez un être humain et que vous lui faites lever les bras, eh bien on va retrouver d'abord le triangle sacré de Pythagore, le 3, 4, 5, et ensuite le nombre d'or, c'est le rapport entre la place du nombril et la hauteur de la personne. Là vous avez le nombre d'or au carré, et alors, délice suprême, c'est que si vous prenez le carré du nombre d'or et que vous divisez par 6 cinquièmes, vous obtenez pi, qui est le nombre du cercle. Voilà, donc on voit que tous ces nombres ont, comme par hasard, en relation avec la vie. Et les mathématiciens, alors ça c'est ce que moi j'adore en tant que scientifique, parce que ça c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais ce que j'adore en tant que scientifique, c'est de le voir écrit comme ça. C'est-à-dire vous prenez 1, et puis vous rajoutez 1 sur 1 plus 1 sur... Et vous faites ça à l'infini et vous obtenez un 618. Vous pouvez aussi prendre la racine carrée de 1 plus la racine carrée de 1 plus à l'infini, ça fait aussi un 618. C'est ce qu'on appelle des fractions continues ou des racines continues. Donc c'est vrai que c'est magique, parce qu'en fait, derrière un 618, il y a la multiplication de l'unité à l'infini, soit par la racine carrée, soit par le rapport inverse. Voilà, donc le nombre d'or existe en musique, pas en tant que rapport, mais en tant que tierce, via le symbolisme du chiffre 5. Et donc là, pendant tout ce morceau, on fera écouter de la musique en harmonie, en gamme harmonique.